Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live, le deuxième de l'année. Donc, hier on a fait sur le no-code et aujourd'hui on va faire sur l'IA. Donc, pareil que sur le no-code, je vais quand même essayer de fournir des informations qui ne seront pas obsolètes au bout de 2 jours. Ok, donc il n'y aura pas forcément des outils ou des types de modèles ou des types d'IA précises à utiliser. Ça sera vraiment pour tout ce qui est concepts génériques et généraux, et qui, je pense, vont quand même tenir sur la durée jusqu'à ce qu'il y ait grosse révolution majeure, genre iRobot, mais on en est encore loin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chapitres, avec comme d'habitude le lien du Figma en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et pour ceux qui sont en live, et sinon dans la description, ça fera un plaisir de vous répondre. Donc 6 chapitres, les fondamentaux, vite fait, de un peu poser les bases, quelques petits rappels simples. Ensuite, une définition rapide de ce qu'est une IA et un LLM. Ensuite, les différents types d'IA qui peuvent exister à l'heure actuelle, en 2025. Les types d'IA, donc, qui sont principaux, enfin, qui sortent des acteurs majeurs ici des IA. Ensuite, un petit tuto sur le prompt. On va pas rentrer dans les full détails, mais j'essaierai quand même de couvrir pas mal de choses. Ensuite, on va parler de donner des super pouvoirs aux IA, donc de ne pas simplement utiliser le chat sur ChatGPT par exemple, mais d'aller beaucoup plus loin dans l'automatisation, de leur filer vraiment un vrai contexte, des vrais outils pour qu'ils puissent être vraiment efficaces et efficients. Ensuite, bien sûr, terminer par tout ce qui est communauté, ressources, site internet, vidéo YouTube, LinkedIn, tout ça, tout ça. Et ensuite, quelques prochaines étapes de comment débuter rapidement. Donc, pour poser des bases, ici je l'ai découpé en quelques sections. Donc, les prérequis de base, Internet et un cerveau. Hein, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on va parler à un robot. Donc, ce robot, il a besoin quand même d'avoir des instructions. Et juste avant qu'on commence, en gros, l'IA, ça existe quand même depuis les années 40-50. Même avant les ordinateurs classiques qu'on pouvait avoir chez nous, même bien avant Internet. C'est juste que ce qui fait que depuis 2 ans maintenant, on entend vraiment parler beaucoup parler de l'IA, c'est que en fait OpenAI a rendu disponible le fait de communiquer avec une IA, parce que en fait l'intelligence artificielle ça existe depuis des années, c'est utilisé dans plein de trucs, sauf qu'on ne le sait pas, on le voit pas forcément, mais c'est pas nouveau. Ce qui est vraiment nouveau, c'est le fait de discuter, de chatter avec un robot qui a une intelligence, qui a un contexte, qui a une base de données et qui est utile sur certaines tâches. Donc voilà, c'est vraiment ça la vraie démocratisation, je dirais, en tout cas pour de la part d'OpenAI qui ont été les premiers. Et bien entendu, vu que c'est un marché très porteur, vous vous en doutez bien, qu'ils ne sont pas les seuls sur le marché. Et le gros avantage aussi, comme on verra tout à l'heure, c'est que vous avez les IA propriétaires, comme je vous ai dit, de ce qui est OpenAI, Google, Meta, Claude, et ensuite tout ce qui est modèle open source, donc ça peut être des développeurs, ça peut être des petits indépendants, ça peut être des bouts de modèles qui existent déjà en propriétaire et qui ont été réentraînés pour faire du modèle open source. Donc l'avantage, c'est qu'il y en aura pour tous les budgets, tous les goûts et tous les usages. Donc, parlons premièrement des aspects éthiques. Donc, étant donné que c'est quand même un milieu assez jeune, l'IA, pour le moment, c'est un peu le Far West, quoique, pas tant que ça. Enfin, aux États-Unis, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, mais nous, en Europe, on a ce qu'on appelle l'IA Act, qui est en gros une sorte de pacte entre les entreprises qui fabriquent de l'IA ou qui proposent des produits IA aux consommateurs européens, d'impliquer certaines règles de sécurité. Et typiquement, un des gros exemples qu'on a pu avoir, c'est ChatGPT enfin tous les modèles qui sortent un petit peu récents sont un petit peu délayés pour l'Europe, notamment Claude, on a mis presque 1 an à l'avoir en Europe, parce que bah, du coup il faut passer par certaines régulations. Et le dernier exemple en date, c'est l'IA sur Apple Intelligence. Donc aux États-Unis, c'est déjà disponible, l'IA dans votre iPhone 15, 16, etc. C'est juste que bah, là, en Europe, il faut attendre un petit peu. Donc potentiellement vers avril-mai 2025, on pourra enfin avoir l'IA sur les iPhones. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et tout ce qui est aussi propriété intellectuelle, notamment en termes de rédaction de contenu, d'images, de vidéos, pour le moment, il y a quand même des flous juridiques
Même si certaines grosses plateformes, typiquement TikTok, Instagram, Twitter, quand il va y avoir des contenus créés par, l'IA, normalement ça sera notifié. Il y a certaines vidéos YouTube maintenant où, quand il y a des illustrations faites, par l'IA, c'est mentionné, mais pas partout. Bon, l'avantage, c'est que vu que c'est au début, ça se voit quand même que c'est de l'IA sur, certaines illustrations. Mais, pour des personnes, vulnérables ou un peu naïves, on peut vite tomber dans le panneau, notamment tout ce qui est, les deepfakes, on a pu voir, ces derniers temps avec la politique, française, certains petits, vidéos ou photos, qui n'existent, totalement pas en fait. Donc pour le moment voilà, il y a pas mal de bordel mais je pense que ça va se réguler, ce qui est normal vu que ça vient de sortir. Après pour, certains types de secteurs, tout ce qui est santé, finance, bah, pour le moment c'est pas à l'ordre du jour, sauf, si vous êtes un deal avec, OpenAI ou certaines entreprises pour, vraiment, soit entraîner le modèle sur, vos données, soit, utiliser les données, patients, clients, bancaires et cetera, sur de l'IA pour qu'il la traite. Donc pour le moment, c'est un petit peu en stand-by, mais je pense qu'à terme, il y aura des IA spécialisées, sécurisées, auditées, régulées, pour ce genre, de choses. Mais voilà un petit peu le tour en termes de sécurité éthique. Typiquement, moi, je suis tombé sur l'IA, en fait, un peu par hasard en 2021, donc c'était bien avant que OpenAI sorte, quelque chose. Je sais plus sur comment j'étais arrivé là, mais en gros, je cherchais un outil d'aide à la rédaction, pour faire des landing pages à l'époque où je faisais des sites internet et je suis tombé sur un site qui permettait, du coup, de faire, des headlines de landing page, de faire, des petits paragraphes de landing page et cetera et je crois que c'était à l'époque de ChatGPT 2. Encore, je sais même pas si ça s'appelait ChatGPT, mais en fait, dès que j'ai vu ça, je me suis dit: «OK, ça, c'est une dinguerie». Mais j'avais pas conscience de l'ampleur que ça allait prendre, 1 an et demi après. Donc finalement, un peu précurseur là-dessus et après, depuis que c'est sorti, hein, pour le coup, vraiment tous les jours je l'utilise, là, bien entendu, je me suis aidé de l'IA pour préparer le template, la petite présentation vidéo. Je m'en sers pour mes cours, je m'en sers, pour les automatisations, pour traiter de la donnée, pour traiter du texte, pour reformuler, pour gérer des articles de blog, pour plein de choses en fait. Donc c'est vraiment un assistant utile. Donc ici, on va pas parler de questions ouvertes, de débats, de est-ce que ça remplace les humains, est-ce que ça remplace le taf, et cetera. Moi, je vais vraiment vous donner des points d'application utiles pour votre métier, ok, et dans la vie de tous les jours. Mais tout ce qui est débat philosophique, ça sera une autre vidéo. Donc pas de drama là-dessus. Ensuite, en termes de pépettes, en termes de finances, vous savez que là, du coup, ça fait 2 ans et demi que c'est sorti et ça a poussé des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'investissements, que ce soit en termes de fonds privés, en fonds d'investissement public, avec des constructeurs, avec des grosses boîtes qui réinvestissent dans d'autres modèles d'IA, entre des particuliers, des fonds d'investissement, enfin bref. Ça fait pas mal ça fait pas mal de thunes en ce moment. Et bien entendu que ce marché évolue et sera bien entendu amené à évoluer à des centaines de milliards de dollars d'ici l'année prochaine, en 2030, etc. Donc comme avec le no-code, comme avec Internet, comme avec la crypto, forcément ça va prendre de plus en plus d'ampleur parce que ça va de plus en plus se démocratiser. Je crois que j'avais une stat, c'est que le premier jour que ChatGPT a été sorti, c'était 100 millions d'utilisateurs en une journée, donc quand même chapeau. Il n'y a pas toutes les applications qui permettent de faire ça. Et bien entendu que, forcément, vu que ça coûte des centaines de millions de dollars à entraîner, il faut bien que ce soit rentabilisé. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez peut-être vu passer les dramas entre OpenAI et Elon Musk, parce qu'Elon Musk à la base était avec OpenAI dans sa création, et lui ce qu'il voulait c'était faire de l'IA non lucrative. C'est un petit peu switché, hein. Du coup il y a eu une scission, mais c'est pas pour autant que Elon Musk a rendu Grok gratuit non plus. Donc au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule de tout le monde. Donc bien entendu que, vous avez, les abonnements, payants sur les modèles propriétaires, donc tout ce qui est OpenAI, Claude, Meta, Meta non, c'est open source. Heu, ouais, Google, non, OpenAI, j'ai un trou. OpenAI, Anthropic, Perplexity, oui. Gemini, en vrai, c'est entre 2. Enfin, ils ont un modèle propriétaire, un modèle open source et Twitter, après, je pense qu'il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment, les plus connus. Et en gros, donc du coup, ils se financent par ces abonnements-là. Donc, généralement, c'est à partir de 20 $ par mois. Et suivant les IA, vous pouvez monter un petit peu plus. Notamment là, en fin d'année 2024, OpenAI, ils ont sorti un plan à 200 $. C'est vraiment pas pour toutes les bourses, je vous rassure, sachant qu'il y a des alternatives gratuites qui font exactement la même chose que ChatGPT.
Ce qu'ils font aussi, payer, ce sont les requêtes API, parce que vous le verrez juste après qu'entraîner un modèle, ça coûte cher. Le faire maintenir sur des serveurs, ça coûte très cher. Donc, c'est pour ça qu'on met à disposition des API pour, permettre de communiquer avec ces IA sans forcément passer par le chat. Et ensuite, vous avez, plein d'autres modèles qui offrent, une partie gratuite et ensuite, il faut payer parce que vous allez atteindre les limites ou vous n'avez pas accès aux modèles, les plus performants et cetera et cetera. En termes de limites, pour le moment, là en 2025, ça reste quand même OK, mais on est loin que l'IA réfléchisse toute seule pour le moment, même si, OpenAI est quand même sur la voie, Google est sur la voie et que c'est un petit peu le saint graal à atteindre en termes d'intelligence artificielle, générale, la GI. Pour ceux qui ont vu iRobot, c'est vers ça que les gens veulent tendre, hormis la révolution bien sûr. Mais voilà, c'est que en fait, l'IA puisse réfléchir par elle-même, puisse faire ses tâches elle-même sans avoir l'aide, d'un humain. Donc pour le moment, c'est pas du tout le cas. On en est loin et même les plus gros scientifiques et cetera, ils disent qu'on en est vraiment très, très loin. Mais je me dis que là, en 2 ans, avec tout ce qui est sorti et que ça va à une rapidité de malade, je sais pas, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais ça risque quand même d'arriver assez vite. Hem Il y a certaines fois où l'IA, vous avez pu le voir, peut bugger à certains moments parce que en fait, comme vous allez voir, juste après, c'est une prédiction en fait de ce que potentiellement l'utilisateur veut voir, lire et entendre. Donc il se peut que des fois l'IA vous fasse plaisir, pour répondre à votre question, mais des fois c'est faux. Donc une des gros warnings que je vous mets, c'est vraiment de vérifier à chaque fois les sources et le rendu que sort l'IA. Normalement, sur toutes les plateformes, c'est marqué, mais bon, il y en a encore qui font des copier-coller à la va-vite sans lire. Et ensuite, quand c'est publié ou quand c'est utilisé, c'est totalement faux et complètement débile ce qui a été écrit, parce qu'il n'y a pas eu de relecture humaine. Donc pour le moment, c'est pour ça que j'ai marqué ici nécessité de vérification humaine. On n'est jamais au courant vraiment de la source propre de ce qu'a sorti l'IA. Donc, il faut quand même faire gaffe, surtout quand on traite de la donnée sensible ou quand c'est pour le taf ou quand c'est des projets importants ou quoi que ce soit. Il faut quand même faire gaffe. Et ensuite, petit warning, de sécurité, évitez de donner, vos informations, personnelles parce que, bah, l'IA peut être entraînée sur, vos datas. Numéro de carte bleue, vous évitez, les mots de passe, vous évitez. Les clés API, bon, je le fais, mais bon, c'est pas super recommandé. Tout ce qui est aussi, clé d'authentification, de n'importe quelle application, faut éviter aussi. Sachant que sur certains modèles, vous avez pas le choix que, toutes les données de conversation que vous faites avec ces modèles sont, entraînées dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de modèles qui vous permettent de masquer cette fonctionnalité, d'empêcher, les IA de s'entraîner sur vos données. Mais bon, la plupart du temps, même si on coche cette information, on n'est jamais sûr que, ça se passe ou pas. Donc, pour continuer, je vais vous sortir, la définition du Larousse, hein, de l'intelligence artificielle. Ensemble de théories et techniques développant des programmes d'informatique complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc là, ici, il n'y a pas du tout de référence à ChatGPT ou parler à un robot ou quoi que ce soit, parce que vraiment l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de simuler le cerveau humain, donc avec tous ces neurones, ces synapses, ces axones, pour que ça réfléchisse. Et à la base, comme je vous ai dit, c'était vraiment pas de la conversation, c'était plus pour de l'algorithme, de la recherche, mais maintenant on peut leur parler. Donc, typiquement, pour que, par exemple, ChatGPT soit sorti, il a fallu qu'il soit entraîné. Donc, ici, c'est un schéma rapide et assez simplifié sur la création d'un entraînement de modèle. Ok. Donc, d'abord, on définit un jeu de données. Donc, mettons qu'on entraîne une IA sur Wikipédia. Bah, typiquement, en fait, tout le jeu de données de Wikipédia, bah, ça va être toutes les pages, tout le contenu de Wikipédia qu'on va mettre en forme. Et ensuite, on va venir récupérer ces données, on va traiter la donnée si jamais il y a certaines données qui ne doivent pas y être, notamment ça peut être des pages poubelles, ça peut être des pages fausses, ça peut être pas mal de choses comme ça. Donc il y a quand même un gros travail en amont de savoir quelles données on va rentrer dans cette IA pour qu'elle soit la plus performante possible. C'est pour ça que peut-être vous avez déjà vu des tests comparatifs. Ouais, cette IA elle est plus bonne en maths, plus bonne en philo, plus bonne en écriture, etc., etc. Parce que ça dépend aussi les données d'entraînement et ensuite comment on veut que l'IA soit, le modèle soit. Donc, une fois qu'on a ces données-là, on va construire le modèle, donc tout ce qui est feature. Donc, est-ce qu'elle peut lire, est-ce qu'elle peut voir, est-ce qu'elle peut entendre, est-ce qu'elle peut parler, est-ce qu'elle peut lire des images, est-ce qu'elle peut lire des vidéos, est-ce que c'est uniquement du texte, est-ce que c'est du texte scientifique, académique, que des revues de presse, etc., etc. Tout ça, on va créer des données d'entraînement là-dessus.
et des données de test. Avec ces données-là, du coup, on va entraîner le modèle sur, potentiellement des requêtes utilisateurs que l'IA va, devoir traiter. Ça peut être des questions, ça peut être des problèmes mathématiques, ça peut être, des questions philosophiques et cetera et cetera. Donc ça va tourner des semaines et des mois et des années, pour entraîner le modèle qui soit le plus performant possible, et à chaque fois qu'il va y avoir un entraînement, on va devoir, mettre un score à ce modèle d'entraînement, qui va permettre de l'évaluer, et ensuite, une fois que, en fait, c'est comme on met des indicateurs de performance, en marketing, bah, ici c'est pareil, on va lui mettre un score, minimum. Si jamais il passe, ce score-là, et ben, on va pouvoir, du coup, pouvoir le mettre en production, et si jamais ça passe pas ce score, bah, il faudra simplement, refaire, la même opération jusqu'à ce qu'on obtienne le score voulu. Donc ça se passe, comme ça, donc bien entendu que ça se passe, tout sur, des disques durs, des serveurs, des processeurs, des cartes graphiques, tous les trucs, un peu tech, qu'on voit pas forcément. Donc c'est pour ça que là, pour le moment, c'est pas trop possible en tant que particulier de créer un modèle, d'intelligence artificielle, sauf si on a une machine qui coûte 15 à 20 000 balles, ce qui est pas le cas pour tout le monde, hein, pour les communs des mortels. Mais par contre, on va pouvoir utiliser des IA en local, qui est pas du tout, la même chose. On le verra un petit peu plus tard. Et ensuite, ça se passe comme ça, en fait, quand vous allez, poser une question à ChatGPT. En gros, ici, tout ce qui est marqué input layer, c'est tout ce que vous allez lui poser comme question, ce que vous allez lui demander comme information. Et ensuite, tout ce que vous voyez pas ici, là, le hidden layer, en fait, c'est tout ce qui est, son programme d'algorithme pour essayer de faire, la prédiction, comme vous voyez ici. Là, on rentre, par exemple, 3 mots, qui s'appellent «The sky is», et en fait, vu que c'est des modèles prédictifs, en gros, il va essayer de vous sortir le terme le plus probable après. Donc ici, on peut voir, une petite infographie. Chaque fois qu'on va parler «The sky is», bah, lui, la plus probabilité du mot qui va arriver, ça sera blue. Après, ça peut être «The sky is the limit», «The sky is falling», «The sky is above», «The sky is cake», mais ça, c'est des plus petites probabilités. Et du coup, ici, c'est pour ça que la prédiction est blue, c'est parce que, dans les caractères, les mots les plus probables, c'est lu en premier, donc forcément l'IA va sortir ce mot-là et ensuite ça vous fait des phrases. C'est comme ça que ça fonctionne, et donc tout ça, ça se passe là-dedans, dans le layer caché, et ensuite il va vous retourner la réponse sous forme de token et de nombre de caractères. Donc la différence entre token et caractère, c'est que certaines, juste lettres, ça peut compter comme des caractères, et ensuite des chaînes de lettres forment des tokens. Ces tokens ensuite forment un nombre de mots, et cetera, et cetera. C'est pour ça que vous avez, certaines IA qui ont des contextes, particuliers en entrée ici, pour avoir un maximum de lignes de texte. Par exemple, il y a certains modèles, on peut lui envoyer les 3 Seigneurs des Anneaux version texte en version longue, même en film aussi, ça peut passer. Il y en a d'autres, juste un PDF de 30 pages, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça dépend vraiment de la fenêtre de contexte en entrée et en sortie. Vous avez pu voir peut-être, vous avez peut-être essayé de tester des articles de blog. Souvent, l'IA elle est bloquée à genre 500 mots maximum, mais en ayant les techniques qu'on va voir plus tard et en utilisant les bons modèles de langage, on peut sortir 3000 caractères largement suffisants. Mais pour ça, il faut quand même vérifier les entrées de tokens. Ensuite, pour les ressources d'entraînement, ça fonctionne à peu près comme ça. Vous avez votre modèle que vous souhaitez entraîner, vous avez besoin des données, forcément d'un budget, la phase de calcul d'entraînement, de scoring, l'expertise derrière, la vérification humaine de voir que ça fonctionne bien, et l'infrastructure. Ici, je vous ai mis une carte graphique, donc c'est pas une carte graphique de gamer, hein, vous pouvez pas forcément jouer là-dessus. En fait, cette carte graphique, elle coûte au minimum 20 000 €, ok. Donc 20 000 €, c'est ce qu'ont payé, pas mal d'entreprises pour, entraîner leur modèle, sur, les technologies les plus, j'arrive plus à mettre le signe euro, vous avez compris. Et du coup, il y a certaines entreprises, typiquement Meta, ont acheté pour quelques centaines de millions de dollars ce genre de carte graphique pour entraîner, leur modèle de données. Donc quand on parle d'IA et d'entraînement d'IA, ça passe généralement par le processeur de la carte graphique. C'est pour ça que cette carte graphique ne sert uniquement à, entraîner des modèles d'IA, et ça a plutôt bien réussi à NVIDIA, parce qu'ici, c'est le cours des actions, depuis la création, et là, c'est à partir de 2022-2023, et ça, c'est 2024. Voilà. Et donc, bien entendu, vous avez vous en doutez que la carte graphique a été créée par NVIDIA. Donc, ils sont plutôt bien mis, et ceux qui ont acheté des actions aussi. Et ensuite, les différences entre les IA et les LLM, c'est que tous les LLM sont des IA,
mais toutes les IA ne sont pas des LLM. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que comme je vous ai dit tout à l'heure, une IA, ça peut être utilisé en algorithme, ça peut être utilisé sur Netflix, sur les réseaux sociaux, tout ce genre de choses, dans le code, dans la science, dans la recherche, mais c'est pas un large modèle de langage. Ce qui fait qu'on peut discuter avec un LLM, avec une IA, pardon, c'est que du coup ce soit un LLM, et ça nous permet du coup, parce qu'il a été entraîné pour recevoir des données textuelles de la part d'un utilisateur, pour qu'on puisse communiquer avec lui. Typiquement, on ne va pas pouvoir communiquer avec l'IA qui fait rouler les voitures Tesla, par exemple, parce que ça c'est une IA derrière, mais à aucun moment on va pouvoir discuter et demander de faire un article de blog à l'IA de la voiture de Tesla. Donc ça c'est quand même important à le mentionner ici. Ensuite, si je vous ai fait un petit récap des différents acteurs IA à l'heure actuelle, je pense que d'ici la fin de l'année, il y en aura peut-être d'autres, dans 2 ans, il y en aura d'autres, dans 3 ans, il y en aura d'autres, bref. J'essaie vraiment de faire le plus gros, enfin, les plus grosses bases, entre guillemets, ok. Donc, à gauche, vous avez tout ce qui est modèle propriétaire, donc c'est-à-dire que le code source, on va dire, de l'IA n'est pas rendu disponible. C'est pour ça que OpenAI c'est payant, Anthropic c'est payant, Google dans sa version Workspace c'est payant, Perplexity a une version payante aussi, qui d'ailleurs a son propre modèle qui n'est pas libre, mais utilise des modèles open source. Et Grok, l'IA d'Elon Musk, pareil, elle n'est pas forcément open source, il me semble, ou peut-être qu'il a changé. Chez Google, il y a un petit modèle open source, mais qui n'est pas, comment dire, au niveau du modèle propriétaire. Même si en ce moment je ne comprends pas trop, c'est que sur les IA de Google dans la version studio, c'est full gratuit. Il y a pas mal de sites, notamment OpenRouter, qui mettent à disposition les nouvelles IA de Google où on n'a même pas besoin de payer. Donc pour le moment, on en profite pour faire quelques tests, mais je pense que ça va pas durer parce que connaissant Google, bon, c'est pas qu'ils sont à plaindre un niveau thune, mais ça paraît un peu bizarre. Parce que pour le coup, j'ai jamais payé une seule requête API à Google. Donc autant en profiter pour le moment. Ici, je vous ai mis tous les liens disponibles. Et ensuite, en modèle open source, du coup, vous avez Meta, qui est Facebook, Mistral AI, ce sont l'IA française, Cocorico, Microsoft, qui avait avant des parts dans OpenAI et qui finançait OpenAI pour entraîner ChatGPT 4, etc. Bon, c'est toujours le cas, mais ils commencent eux aussi à faire leur propre modèle pour faire des tâches différentes ou essayer de se concurrencer dans ce marché. Nvidia aussi commence à sortir, bien évidemment, des modèles d'IA, mais plus là en termes de robotique, notamment des pièces hardware pour faire tourner des robots beaucoup plus simplement, et aussi certains types de modèles pour faire de la 3D, des images, etc. Et récemment, vous avez les géants Alibaba et Baidu, je crois, ou que Alibaba, parce que Baidu c'est que le moteur de recherche chinois. Il y a Tencent aussi, qui est une grosse boîte de jeux vidéo, qui a commencé à faire des IA. Donc, il n'y a que les Russes pour le moment, je crois, qui n'ont pas forcément sorti grand-chose. Ou peut-être que c'est pas dispo en Europe, mais pour le moment, j'en ai pas forcément entendu parler. C'est vraiment plus Amérique, Chine et Europe. Donc, c'est à peu près classique, hein, même que ce soit les logiciels ou quoi, c'est toujours les plus gros. Donc ici, je vous ai mis les liens de quelques modèles open source. Ici, Hugging Face, c'est un site qui est français également, qui permet de référencer en fait tous les modèles open source existants et publiables sur Internet, sur la plateforme, ce qui nous permet soit de les télécharger, soit de les utiliser via l'API pour utiliser ces modèles open source. Et tous ces IA là, en fait, pour avoir un ordre de grandeur, on a ce qu'on appelle un leaderboard, donc ça va être un classement de la puissance des IA, de leur qualité de rédaction, de leur qualité de calcul, de réflexion, etc., etc. Et en fait, c'est mis à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, il va être testé sur certains sites. En gros, ce sont les utilisateurs après qui votent, ok, par rapport à ma réponse, quel était le modèle qui a mieux répondu à mes attentes, et ensuite, il y a un vote, il y a un système d'élo aussi, comme aux échecs, et plus le modèle est haut dans le classement, plus il est performant, mais peut-être que sur certaines tâches, c'est peut-être le modèle du dessous qui est plus performant sur certains trucs. C'est juste plutôt une histoire de classifier et l'histoire de mettre quand même certaines jauges à certains modèles pour certains types de résultats. Et ici, les deux liens que je vous ai mis, sont des agrégateurs d'IA en fait. C'est-à-dire que sur une seule et même plateforme, on peut accéder à tous ces modèles-là et à tous ces modèles-là. Donc ça évite d'aller individuellement sur chaque site, d'avoir des clés API de partout, etc. Ici, il y a un seul compte
pour toutes les IA et pareil sur Cohere où vous avez tout à disposition. Ensuite, en termes de type d'IA, donc ici, juste au-dessus, on a parlé des acteurs qui ont développé des modèles de langage, et ensuite, là-dedans, vous avez des types de LLM particuliers. Donc ici, je vous ai fait un petit tableau où vous avez du texte, texte ou image, texte ou vidéo, texte ou speech, speech ou texte, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, vous avez, je vous ai mis à droite, les modèles de langage qui font, du coup, ce qui est marqué à gauche. Donc vous voyez que la plupart du temps, c'est du ChatGPT, du Claude, du Llama. En gros, avant avant 1 an et demi, on pouvait faire uniquement du texte, on pouvait pas envoyer de fichiers, on pouvait pas envoyer d'images. Ensuite, ChatGPT est sorti en mode, c'est incroyable, maintenant tu lui donnes une image, il peut analyser l'image, il peut créer une image. Et maintenant sur tous les modèles, de LLM, toutes les IA, vous pouvez envoyer des images, vous pouvez du coup, envoyer des fichiers, CSV, Excel, des PDF, des documents, et cetera, et cetera. Tout ça, c'est parce qu'ils ont entraîné l'IA pour leur donner des super pouvoirs pour que ça puisse servir vraiment dans n'importe quel cas d'usage. C'est pour ça qu'il y a certaines IA où vous êtes obligé de payer pour avoir accès aux documents, mais il y a d'autres où du coup c'est gratuit parce que maintenant ça va devenir une norme. Il y a 1 an, c'était incroyable quand on pouvait le faire, maintenant ça devient abusé quand il n'y a pas. Donc c'est pour ça que ça bouge tout le temps. Là, je vous ai mis, je sais pas, il y a peut-être une quinzaine d'exemples là, mais s'il faut, à la fin de l'année, il faut rajouter encore un tableau entier. Donc, mais c'est ce qui se fait actuellement le plus. Donc, vous avez vraiment tout ce qui est génération d'images, donc avec DALL-E, Midjourney, Flux, texte ou vidéo, donc tout ce qui est film créé par l'IA. Donc, pour le moment, ça c'est le début, mais il y a quand même des résultats plutôt concluants là-dessus. Tout ce qui est text to speech et speech to text, c'est tout ce qui est relatif à la voix, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer un message vocal, l'IA va pouvoir le transcrire et ensuite on va pouvoir manipuler cette donnée pour écrire par exemple, je sais pas moi, un article de blog, une idée, une chronique ou ce genre de choses, directement par simple message vocal. Et pareil, on va pouvoir aussi lui envoyer du texte pour qu'ensuite celui-ci soit transcrit par voix, donc notamment avec Eleven Labs. Vous avez certainement dû voir passer sur TikTok, sur YouTube, des vidéos complètement générées avec une IA. C'est parce que du coup, ce genre de modèle existe et ça permet par exemple de cloner sa voix et on peut totalement faire un podcast avec juste des IA, mais avec une voix enregistrée en studio, avec les intonations, le changement de voix, le changement de ton, etc. Tout ça parce que du coup, c'était cloné et ça a été vraiment entraîné pour que ce soit le plus réaliste possible. Ici, j'ai oublié de rajouter aussi Agen, qui permet de faire un clone de soi-même, un avatar virtuel, et donc de cloner son faciès, quoi, et avec sa voix. Du coup, on peut avoir un avatar complètement unique de nous-mêmes directement sur Internet. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer une image, et à partir de cette image-là, recréer d'autres images, d'envoyer une image, de créer une vidéo, depuis une vidéo, de recréer une vidéo. Et récemment, depuis, ouais, on va dire 3-4 mois, il y a tout ce qu'on appelle le text to code, donc c'est vraiment les IA qui sont programmées pour écrire du code à la place de l'humain, ou au moins l'aider dans certaines tâches. Ceux qui ont créé ça en premier, c'était GitHub Copilot, donc GitHub qui est la plateforme unique pour faire du développement, pour gérer ses versions, etc. Et dans Visual Studio Code, c'était déjà utilisé, mais étant donné que c'était pas encore les gros modèles comme on a actuellement, c'était plus un gadget qu'autre chose. Là maintenant, ça devient un vrai assistant. Il y a de plus en plus de devs qui utilisent les IA pour coder. Il y en a aussi qui sont réfractaires parce qu'il y a certaines fois, en fait, tu as tellement eu l'habitude d'écrire ton langage de programmation que ça va plus vite de l'écrire toi plutôt que de faire la requête à l'IA et qu'il inscrive, etc. Mais ça ouvre quand même pas mal d'opportunités, de portes pour tout ce qui est création web. Notamment, ça rejoint aussi le no-code, c'est-à-dire que maintenant, sur beaucoup d'applications no-code, que ce soit même pour faire un site internet, maintenant de plus en plus, vous pouvez avoir une petite fenêtre en mode dessine-moi un mouton, et du coup, il va vous faire dessine-moi un mouton, c'est vraiment un exemple, hein, mais c'est genre dessine-moi, je sais pas moi, un héros, une landing page, et un bouton de call to action, etc., etc. Et en fait, juste l'IA va le coder à votre place et vous allez pouvoir le modifier ensuite sans code. Vous avez certainement dû voir des vidéos qui vous proposent d'être développeur en 15 minutes en utilisant une IA. Alors oui, vous êtes développeur, mais enfin non, vous n'êtes pas développeur non plus, parce que ça demande quand même du taf. Et si vous y connaissez rien,
peut vous faire quand même pas mal de merde et notamment tout ce qui est en termes de sécurité de base de données et cetera. Vous êtes forcément pas jamais sûr, si vous connaissez pas, que le code qu'il va vous fournir est bon, qu'il est pas malveillant, qu'il a pas été trafiqué et cetera. Notamment j'ai vu des histoires, de fous sur Twitter, sur YouTube, de gens qui ont juste fait confiance à l'IA qui sortait du code, ils l'ont lancé sur leur ordinateur, plus d'ordinateur. Parce que c'était un gros virus qui injectait directement des trucs dans l'ordinateur. Mais vu que la personne elle savait pas coder, forcément elle a pas réussi à débugger et elle a perdu pas mal de données là-dessus, donc il faut faire quand même attention. Peut-être que cette année on va voir pas mal de choses en rapport avec la 3D. Il y a quand même de plus en plus de modèles qui se lancent, notamment les modèles de Nvidia pour créer de la 3D, donc ça peut être pour les architectes, pour les graphistes, pour les product designers, pour tout ce genre de choses. Depuis un prompt du coup de générer un asset 3D pour les jeux vidéo aussi également. Donc potentiellement que pour 2025 ça va être ça la tendance. Encore c'est peut-être pas forcément demandé et je pense que ça sera vraiment plus tout ce qui est vidéo, mais du coup la 3D rentre dans la vidéo aussi. Donc je pense que ça va être ça. Et ensuite vous avez, je pense le leader pour, générer de la musique avec l'IA, c'est Suno. Heu, Là, ils ont sorti la version 4 actuellement. C'est quand même très, 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 très proche d'un humain aurait pu faire en termes d'IA, donc ça peut être cool si jamais vous avez des petits génériques à faire ou des musiques pour vos enfants ou ce genre de choses. Ça peut être très, très cool. Donc ici, je vous ai mis, bien entendu, tout ce qui est, lien. Donc vous avez, Eleven Labs, tout ça, Pika, Kling, Runway, c'est pour faire, de la vidéo, Sora, c'est pour faire des vidéos, Cursor, Windsurf et Bolt, c'est pour faire du code, Suno, pour la musique, Midjourney pour les images et vous avez Flux aussi, qui sera disponible sur Mistral AI, aussi gratuitement et ensuite je vous ai mis aussi 2 autres liens, LM Studio et Oyama qui vont permettre en fait de faire tourner, les modèles qu'on peut voir, sur la gauche ici, mais directement en local sur notre ordinateur. C'est-à-dire qu'on va en fait télécharger le fichier du modèle, donc ça peut aller de 3 gigas à, 150, 200, 300, 400 gigas, qui sont installés sur son ordinateur et l'avantage c'est qu'on va pouvoir du coup communiquer, directement depuis notre machine et ça sera en local, toutes les données en fait ne pourront pas fuiter sur internet. Il n'y aura pas besoin de connexion internet non plus pour communiquer avec, donc ça peut être bien suivant, certains cas d'usage d'entreprise où, la sécurité est quand même, requise ou de mise et ça permet, du coup de travailler avec ces fichiers, directement locaux, plutôt que, d'envoyer des données, comme ça sur le web, sans trop savoir, ce qui se passe derrière après. Ensuite, grosse partie, donc ça va être tout ce qui est prompt engineering, donc c'est l'art de parler aux robots. Donc, moi je vous ai mis une petite phrase ici pour bien comprendre le prompting. Imaginez que vous parlez tout le temps à une personne qui prend tout ce que vous lui dites au premier degré ou au pied de la lettre. Donc typiquement, en fait, c'est comme si vous avez une discussion avec quelqu'un, mais ce quelqu'un ne comprend pas le second degré. Donc, si vous lui dites une connerie, du coup, il va vous répondre une connerie. Si vous lui dites de la merde, il va vous répondre de la merde. Si vous voulez une réponse complètement précise et complète, etc., il y a juste à lui indiquer. Si vous voulez un truc rapide, il y a juste à lui indiquer. En fait, tout ce qu'elle va faire, c'est juste suivre vos instructions. Et la plupart du temps, les gens ont juste la flemme d'écrire des prompts, ce qui fait qu'ils disent que l'IA c'est de la merde, mais en fait non, c'est juste que ton instruction est pas bonne. C'est comme, je sais pas moi, tu donnes à ton garagiste, répare-moi ma voiture, sans faire, je sais pas moi, d'audit, de voir si toutes les pièces vont bien, etc. Bah non, en fait, je vais juste réparer ta bagnole, ça te coûtera 150 000 euros au lieu de peut-être 5 000 euros parce qu'il fallait juste changer une pièce et pas toute la voiture. C'est ce genre de choses en fait le prompt. C'est vraiment de rentrer dans le détail et l'avantage, c'est que vous n'avez pas forcément de limite en termes d'indication, même si après, il se peut que la suroptimisation fasse que votre prompt soit cassé, mais bon, c'est quand même assez rare. Ici, je vous ai fait quand même un petit tableau des différents prompts qu'on va voir ensemble, et juste en dessous, les types d'erreurs que je vois très souvent, qui se passent le plus souvent, et qui disent, et après qui fait que les gens pensent que l'IA, c'est pas bien, mais c'est que ça a été mal utilisé, c'est comme à peu près tous les logiciels. Quand on ne sait pas, le résultat rend pas bien, mais après quand on prend le temps, de s'y pencher, de faire, une base de prompts, de réutiliser tout le temps les mêmes, de les analyser, d'itérer là-dessus en mode: «Ah OK, cette sortie elle est bien, mais peut-être que la mise en forme elle est pas bien, donc du coup je vais refine mon prompt pour, du coup éviter cette erreur» et cetera et cetera. Donc, la plupart des prompts que les gens font s'appelle le zero shot prompting. Donc en fait, c'est juste lui demander une phrase sans forcément de contexte, sans forcément, de rôle, d'exemple, d'instructions, précises
Généralement, on peut, utiliser ce genre, de phrase si votre IA elle est déjà entraînée sur un contexte bien particulier, sur par exemple, toutes les ressources de votre entreprise ou sur un PDF en particulier et cetera. Mais quand vous allez juste parler à ChatGPT et vous lui filez une phrase comme ça, en fait, il va tellement être perdu en termes de précision et d'instructions précises que, bah, en fait, il va vous répondre une réponse complètement plate, plutôt que si jamais vous lui mettez, un vrai exemple et des vraies conditions et des vraies précisions, vous aurez un bien meilleur, un bien meilleur résultat. C'est pour ça que juste après, vous avez le prompt qui s'appelle le few shot prompting. Donc c'est de prendre, de donner quelques exemples à l'IA pendant votre question. Comme ça, il va à peu près comprendre. Donc typiquement ici, il y a un exemple rapide. C'est que d'abord vous mettez un premier exemple: «Le film est terrible, donc le sentiment c'est négatif». Un deuxième: «J'ai adoré ce spectacle, c'est positif». Un troisième: «Le service était correct, c'était neutre». Et ensuite vous lui demandez: «Bah, pour cette phrase-là, à ton avis, quel est le sentiment de cette phrase?» Donc forcément ici, on s'attend à une réponse positive. Mais si on avait juste mis ça, bah, peut-être que «J'adore ce nouveau restaurant», c'était peut-être, je sais pas moi, tiré d'un livre où c'est que du sarcasme, c'est que des livres de sarcasme et bah, en fait, l'IA, elle pourrait être complètement perdue alors que vous, vous attendez du coup à ce que ce soit complètement l'inverse. Mais si vous le précisez pas, ça marchera pas. Ensuite, vous avez, la chaîne de pensée prompting, chain of thought. En gros, c'est que quand vous allez lui poser, une instruction, c'est, de lui, donner une sorte de plan pour qu'il, il puisse faire étape par étape pour avoir une réponse correcte. Récemment, il y a OpenAI qui a sorti le modèle O1, donc, qui permet de faire ça, en fait, sans qu'on lui demande forcément un prompt étape par étape. C'est juste que lui, il va prendre le temps d'analyser votre requête, il va aller réfléchir un petit peu par lui-même, de faire ses propres tâches, ses propres initiatives, pour ensuite vous pondre la réponse. Il se peut que si vous utilisez le modèle O1 de ChatGPT, des fois ça peut mettre 30, 40, 50, 1 minute à l'IA de réfléchir, mais par contre, vous êtes potentiellement sûr à 80% que votre réponse sera complètement détaillée et potentiellement plus juste que si l'IA vous avait répondu en 10 secondes. C'est comme quand vous demandez un logo et que vous avez genre 10 balles de budget, bah, attendez-vous à un dessin Paint. Par contre, si vous avez 10 000 € de budget, bah, là vous avez une charte graphique de fou. Donc ici, pour l'exemple, c'était un magasin vend des t-shirts, machin, réfléchissons étape par étape, ok, le prix ça coûte ça, le calcul, la réduction c'est ça, ensuite le calcul qu'il faudrait faire c'est ça, ça, ça. Ça peut être maintenant, je pense, dans les prochains mois, directement mis sur certains modèles, où en gros, bah, comme je vous ai dit, c'est lui qui va réfléchir, on n'aura pas forcément besoin de le mettre. Après, quand vous allez demander, certaines actions pour votre boulot au quotidien ou pour votre vie perso, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser cette chaîne de pensée. Mais, voilà, si vous avez besoin, je sais pas moi, de réfléchir sur un document ou sur, je sais pas, sur un plan, de dissertation, de présentation ou quoi que ce soit, c'est bien aussi de lui faire réfléchir par lui-même quels sont les meilleurs angles d'approche et ensuite, itérer là-dessus. Ensuite, on peut aussi utiliser, le self consistency, c'est-à-dire qu'en gros, c'est, dès que tu fais quelque chose, vérifie que tu as bien fait cette chose, identifie les erreurs, corrige si nécessaire et refais la réponse. Donc ça peut se faire dans un seul et même prompt, mais ça risque de poser des problèmes. Donc vaut mieux que, vous lui mettez un bon prompt bien qualitatif, que je vous montrais, sur la gauche ici, de voir sa sortie, d'analyser la sortie, de dire: «OK, ça c'est bien, peut-être qu'avec ça, il faudrait peut-être modifier, qu'est-ce que tu en penses? Redonne-moi une autre version avec ce prompt». Et en fait, comme ça, en fait, le but d'un prompt, il sera jamais parfait dès le début et il sera jamais parfait à la fin. Peut-être que vu que le modèle, il va évoluer, bah, peut-être que votre prompt initial, vous avez peut-être besoin de plus d'informations ou de moins d'informations. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, un Notion, un Airtable, un bloc-notes, enfin ce que vous voulez, de stocker à chaque fois que vous faites un prompt. Comme ça, si jamais vous avez besoin de le refaire ou vous le faites souvent, bah, plutôt que de refaire un prompt, mal, bah, vous prenez un prompt que vous avez déjà fait depuis, je sais pas, des heures et des heures et des requêtes et en fait, à force d'avoir de la donnée, votre prompt sera optimisé et ensuite, peu importe le modèle langage, avec votre prompt ultra optimisé, vous tendrez vers un résultat beaucoup plus, précis et pertinent, même si vous avez jamais utilisé, cette IA-là. Bah, typiquement pour faire ce genre de prompt, il faut, faire un prompting structuré, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on va du coup le délimiter toujours avec un rôle, un contexte, des instructions, un exemple, un format attendu et potentiellement des trucs à ne pas faire. Donc ensuite à gauche, je vous montrerai un peu plus en détail, mais ça permet comme ça
de sauvegarder votre prompt et vous savez que, il y aura toujours un rôle, toujours un contexte. Quelques exemples, si vous n'avez pas d'exemple, essayez d'en créer, c'est toujours mieux. Comme ça, en fait, quand il va sortir votre réponse, il se basera sur votre exemple-là. Après, on le verra un peu plus tard, le mieux, c'est de lui donner une vraie base de connaissances avec énormément d'exemples, plutôt que juste un petit exemple dans un prompt. Et ensuite, en bas, vous mettez votre prompt et votre réponse sera beaucoup plus adéquate que si vous l'avez mis juste avec une ligne, par exemple. Et donc le prompt itératif, c'est exactement ce que je vous disais. C'est un prompt simple, analyser la réponse, ajuster le prompt, répéter jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Et on peut aussi rajouter des contraintes. Donc typiquement sur un prompt comme ça, on peut aussi lui dire des trucs à ne pas faire, notamment si on fait un post des réseaux sociaux, inclus pas d'emoji, inclus pas d'hashtag, parle pas comme un abruti, essaie de rajouter un peu plus d'humain dans ton texte, etc., etc. Ça, si vous lui dites pas, il n'est pas forcément au courant qu'il doit pas mettre de hashtag, pas mettre d'emoji, etc. Donc c'est pour ça que ça peut paraître bateau de le mettre, mais il y a beaucoup de gens qui le mettent pas, et forcément les résultats à la fin sont pas bons. Ici j'ai un exemple de prompt, donc qui est vraiment une capture d'écran parce que le prompt il fait 40 km de long, mais typiquement c'est pour faire un article de blog, donc qui passe par énormément d'étapes juste avant d'utiliser ça. Et donc en gros moi mon article de blog se découpe avec plusieurs champs qui ont déjà été créés, une structure qui a été déjà créée. Et donc du coup je lui dis que tu as un rôle, tu es rédacteur expert, tu dois faire des articles de blog approfondis. Ensuite, la directive d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y a 5 sections. Là-dedans, je veux que tu fasses de développer les sections, d'ajouter un exemple concret à chaque fois. Quand tu utilises des données, utilise un contexte détaillé, fournis un cadre d'application. Si jamais c'est des cas clients, détaille la situation initiale, qu'est-ce qu'on a fait, comment on s'en est sorti. Ensuite, plein d'informations comme ça. Ici, je lui rajoute une structure SEO que j'ai générée. Et ensuite, pour la structure de rédaction de l'article, ici, vous voyez que j'ai l'introduction de l'article. Je lui mets un contexte. Donc, en gros, tout ce que vous voyez là, c'est des champs qui sont dans ma base de données. Et à chaque fois, je lui dis, l'accroche, c'est ça, l'observation de terrain, c'est ça, l'enjeu business, c'est ça. Pareil pour le corps de l'article. Je lui mets toujours un contexte. Et à chaque fois, les informations dont il a besoin. Ensuite, la préconclusion, la conclusion. Et ensuite, en termes de directives stylistiques, je lui ai dit maintenir un rythme dynamique, alterner entre un peu de théorie et un peu de pratique, des transitions fluides entre les paragraphes, des moments de réflexion, ça peut être des questions qu'il peut se poser ou qu'il peut poser à l'utilisateur, et essayer de toujours essayer de faire réfléchir l'utilisateur quand il lit l'article, plutôt que de juste me déballer et me dégueuler du texte, sans forcément trop de contexte. Donc ça, c'est quand même un prompt assez avancé, ça a pris à peu près 3 heures pour le faire, ce truc-là, avec d'autres prompts, etc. Mais maintenant, je sais que quand je lance mon article de blog, à la fin, il ressemble vraiment à un vrai truc, et j'ai pas honte de le poster sur internet, parce que je sais qu'il a quand même été travaillé en amont. Si je vous montre un petit peu le détail rapidement, ça va ressembler à ça. Donc en gros, ici, là, je génère des contenus d'articles, ensuite des angles d'articles, et ensuite c'est ici où je vais lui dire, d'abord, voici toutes les données initiales sur l'article de blog. Ensuite, tu vas me rédiger l'introduction, ensuite tu vas me rédiger le corps, tu vas le stocker. Ensuite, la pré-conclusion, tu vas me la rédiger, tu vas me la stocker. La conclusion, tu vas me la rédiger, tu vas me la stocker. Et ensuite, à partir de là, étant donné qu'il y a tout le contexte, une petite optimisation SEO. Et ensuite, c'est ici que je vais lui demander, par rapport à tout ce que tu as ici, du coup, tu vas me créer l'article de blog. Et donc, c'est comme ça qu'on passe d'un article à 500 mots à un bon article de 2000, 3000 mots, qui est quand même assez qualitatif, parce que, si vous pouvez voir que je lui ai mis mon persona cible, le background de la marque, et le ton de voix sur lequel je veux qu'il puisse écrire avec ce style. Et ensuite, là, je lui demande une réponse particulière pour pouvoir l'inclure dans ma base de données. Mais tout ça, là, si je prends par exemple les données d'entrée, c'est pareil, le prompt, il est quand même ici assez détaillé. Je lui redonne du contexte, je lui donne sa tâche, et ensuite, moi, je veux qu'il me réponde exactement de cette manière-là, parce que j'ai besoin ensuite de prendre thèmes principaux, de le mettre dans une case, le concept dans une autre case, etc., etc. Si j'avais pas fait ça, que j'avais enlevé tout le JSON, du coup, il m'aurait juste mis du texte, et moi, derrière, j'aurais pas été en mesure de pouvoir le rentrer ici dans mon Airtable. Donc, les pouvoirs, les thèmes principaux, les concepts, les angles, les sources, les axes, les objectifs, les éléments clés. Tout ça, c'est ce qui va me ressortir
par rapport au schéma que je lui ai donné, et ensuite, moi, je vais pouvoir le traiter, le mettre dans ma base de données. Et donc les erreurs les plus courantes qu'on peut avoir, c'est des prompts trop vagues. C'est-à-dire genre: «Parle-moi de l'histoire», bah ouais, histoire de quoi? Histoire de France, histoire d'Italie, histoire, Égypte, Seconde Guerre mondiale, enfin bref. Si jamais tu lui donnes pas de contexte, bah forcément il va te répondre à un truc ultra vague et il y aura pas forcément de bénéfice à avoir utilisé l'IA, autant aller sur Wikipédia. Mais par contre, si tu as besoin d'un truc un peu plus précis, bah ici tu peux dire: «Résume les événements majeurs de la Révolution française entre 1789 et 1799». Donc par rapport à sa base de connaissances, il va essayer de sortir les plus gros événements qui se sont passés dans les 10 ans. Ensuite, un autre type d'erreur sont les instructions contradictoires. C'est-à-dire soit bref, mais inclut tous les détails possibles. Bon, ça m'est arrivé de le faire au tout début, mais c'est vrai que, bah, c'est complètement, contre-productif. Mais par contre, l'alternative, ça serait fournir un résumé de 200 mots en te concentrant uniquement sur les 3 points les plus importants. Donc du coup, ça fait quand même un résumé bref de 200 mots et non pas un article blog de 3000 et tous les détails possibles, bah, c'est forcément sur les 3, 4, 5 points les plus importants, soit sur un PDF, sur un article ou ce genre de choses. Si jamais vous lui, mettez pas de contexte, pareil, est-ce une bonne idée? Point d'interrogation. Une bonne idée de quoi? Il pourra pas être en mesure de vous répondre, même si vous êtes dans votre conversation. Que ça, OK, les prompts comme ça en introduction, faut pas, mais même quand on a une conversation avec, l'IA et qu'elle est assez longue, heu, si on reprécise pas de quel sujet on veut parler en particulier sur la conversation, des fois il peut halluciner et vous dire complètement autre chose, alors que vous voulez parler du sujet. Donc des fois, c'est mieux de lui rajouter encore une condition. Moi, c'est ce que j'ai fait pour m'aider dans la rédaction, de cette vidéo-là. Chaque fois, je lui dis: «OK, passons à la suite, mais passe par moi de ce chapitre-là», en utilisant toujours ta base de données, toutes les informations que je t'ai données, et cetera, et cetera, et cetera. Parce que sinon, après, je lui dis: «Bah, fais-moi juste la suite», bah, pour lui, peut-être qu'il va encore, peut-être penser à d'autres choses que je lui ai pas forcément dit, et du coup, ça on respecte pas le cadre que je lui ai posé dès le départ. Pareil pour le manque de structure, analyse cette entreprise avec, mettons le nom de la marque ou du site internet, c'est un peu trop vague. Tandis que là, si par exemple, je sais pas moi, tu es un commercial et tu as besoin d'avoir des informations, précises, bah, du coup, tu vas me sortir, le nombre, je sais pas moi, de sites qu'ils ont, le nombre de bureaux où ils se positionnent, est-ce qu'ils ont potentiellement, fait des recrutements cette année, et cetera, et cetera, et cetera. Comme ça permet, de juste sur une seule entreprise faire, plusieurs tâches et du coup, comme ça, on peut lui mettre 4, 5, 6, 7, 8 points et ensuite le format de réponse, recommandé et ça revient un petit peu à, l'erreur d'après. C'est-à-dire que si on met pas des paramètres, précis, ce que je vous disais tout à l'heure, ici c'est génère du contenu sur les réseaux sociaux. Ouais d'accord, lequel? Si c'est du TikTok, est-ce que je te fais un script? Est-ce que je te fais, une description? Est-ce que c'est pour LinkedIn? Est-ce que c'est pour Instagram? Est-ce que sur Facebook? Quand c'est trop vague, ça marchera pas forcément. Ici, on a un exemple, 5 posts limite de 250 caractères chacun pour promouvoir un nouveau logiciel et gestion de projet. Donc déjà ici, même si l'exemple est pas bon parce que tu peux pas générer 5 posts en même temps, au moins on dit que voilà, il y a quand même, un nouveau logiciel de gestion de projet. C'est pour les directeurs IT des moyennes entreprises, donc du coup là on lui met un persona et ensuite, bah, certaines petites, précisions, c'est-à-dire un call to action et 2-3 hashtags par post. Donc ça typiquement, c'est pas le meilleur type de prompt, mais pour l'exemple, c'était plus, d'inclure, certains détails donc comme pour votre entreprise, votre client idéal, votre ton de voix. Si vous avez déjà des exemples de posts qui ont bien fonctionné, bah, du coup, de lui fournir ça en exemple. Comme ça permet bah, du coup, de lui mettre un bon contexte et qu'il ait quand même, toutes les informations possibles et qu'il vous réponde pas à côté de la plaque. Donc toujours, je vous répète, si vous avez la possibilité et ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir un logiciel à côté et à chaque fois que vous mettez, du contenu, un prompt, des exemples ou quoi que ce soit, vous le stockez. Comme ça vous évite soit de retaper un exemple, soit, d'aller chercher ou d'oublier le prompt que vous avez mis. S'il est fonctionnel, autant aller chercher dans votre base de données, faire un copier-coller et changer quelques petites variables s'il y a besoin. Et bah, pour continuer sur, les super pouvoirs et pour avoir vraiment une vraie IA qui tienne la route, on va parler ici de 3 choses. Donc vous avez le RAG, qui sera, je pense, une des grosses narratives de cette année, qui se fait en fait de plus en plus sur, ChatGPT, Claude, et cetera. En fait, c'est le fait de lui fournir des fichiers, une base de données et des ressources, afin qu'il puisse directement aller chercher dans sa base de données. Ici, il y a un petit schéma.
En gros, il a sa base de connaissances, par exemple, je sais pas moi, des fichiers PDF de votre entreprise, d'une documentation, logicielle, d'outils et cetera. Vous le mettez dans une base de données. Ici, le modèle, en fait, il va prendre votre PDF et couper en gros chaque, par exemple, mettons que le PDF il fasse 3000 mots, mais en gros, en fait, il va pas mettre les 3000 mots d'un coup. En fait, il va les séparer en chunks, ça s'appelle, donc c'est par rapport à des tokens et des caractères. Il va par exemple prendre tous les, je sais pas moi, 10-15 mots, il va l'enregistrer dans une ligne. Ensuite, la ligne d'après, il y aura 10-15-20 mots, la ligne d'après 10-15-20 mots, jusqu'à en fait remplir le PDF directement dans la base de données. Ce qui fait que vous, quand vous allez poser une question par rapport au fichier de connaissances, l'IA, pour elle, ça sera beaucoup plus simple d'aller rechercher ligne par ligne que de lire tout le document en lui-même. Donc c'est pour ça que généralement, les gros PDF sont très compliqués à rentrer dans les bases de données parce qu'ils sont très gros et du coup, suivant certaines bases de données gratuites, vous n'allez pas non plus pouvoir rentrer des gigas et des gigas dedans. Sauf bien sûr si vous payez. Mais typiquement sur les ChatGPT, les Claude, le maximum qu'on peut mettre, c'est soit 20 mégas, soit 30 mégas, ce qui est déjà quand même énorme pour un PDF. Le mieux, c'est du coup de les splitter, d'avoir plusieurs PDF et de le mettre dedans. Et ce qu'il va faire à chaque fois, c'est que dès que vous allez poser une question, il va aller rechercher en fait dans les chunks des données en fait du PDF et il va pouvoir vous ressortir directement avec précision l'information souhaitée et demandée. Donc le but, voilà, ça va être ça, ça va être de vraiment lui donner un vrai contexte avec des vrais fichiers, que ce soit du PDF, que ce soit du Excel, que ce soit du Word, que ça peut être aussi du code, ça peut être tout ce genre de contexte vraiment propice à votre environnement. Bah, directement, en fait, vous savez qu'il va vous répondre directement dessus, en fait. Il y aura pas de débat, là, sauf si vous ensuite précisez à l'IA que vous souhaitez qu'il aille faire des recherches en plus ou par rapport à sa base de connaissances en plus de l'IA et de vos connaissances, faire ensuite un micmac. Mais ici, vraiment, voilà, le but, ça va être de créer des espaces projets, des espaces ressources avec vos IA. Non, c'est possible sur ChatGPT, c'est possible sur Claude, c'est possible sur Mistral. Vraiment de vous faire un petit hub pour votre entreprise, par exemple, ou pour votre donnée perso. Si jamais vous regardez plein de livres, vous lisez plein de livres en PDF, bah, du coup, vous pouvez les stocker dans une IA et ensuite, je sais pas moi, poser des questions, si vous y revenez 1 an après, 3 mois après. Ah oui, c'est vrai que ce livre, il parlait de ça. Est-ce que tu peux me ressortir exactement à la page machin ce qui s'était dit? Bah, si vous l'avez mis dans une base de données, que vous allez contextualiser et que votre prompt il est bien optimisé, du coup, vous allez pouvoir avoir une réponse plus que parfaite en fait. Parce qu'il ne va pas halluciner, il va vraiment se baser sur des faits, et ces faits se trouvent dans sa base de données. Le meilleur exemple en fait qui permet de faire ça, je vous ai dit, vous avez ChatGPT qui vous permet maintenant d'envoyer des fichiers. Dans la version payante de ChatGPT depuis décembre, vous avez la possibilité de faire des projets. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est un petit peu tout ça. Si je vous montre ici sur Claude à quoi ça ressemble, vous voyez que j'ai des projets et dans ces projets, par exemple, si je prends apprendre le no-code, ici, j'ai mis déjà en fait une base de connaissances. Donc ici, ça peut être des fichiers texte. Ensuite, là, il y a quelques PDF. Il y a pas mal de choses comme ça. Et c'est ici, en fait, je peux lui importer directement des fichiers, lui mettre du texte ou connecter mon Google Drive. Petite astuce, au moins ça ne vous prend pas de la capacité de connaissance ici, le Google Drive. Tandis que les fichiers que vous allez lui upload, il y a forcément une limite. Et à partir de là, je peux rajouter des instructions personnalisées, en mode à chaque fois que je vais te poser une question sur ce projet, vérifie exactement tout le temps, tout le temps, tout le temps, par exemple, ce fichier-là, qui contient par exemple l'ICP, le personnel de la marque, etc. etc. Ici, je le fais pas parce que je sais pas optimiser, mais je devrais potentiellement le faire. Même si, bon, du coup, vous voyez qu'il y a quand même des trucs il y a 6 mois, peut-être qu'il faudrait que je le refasse ou quoi que ce soit. Mais si je reviens sur mon exemple ici, donc là, en fait, je lui ai dit que là, toutes ces données ici se retrouvent dans ma base de données, dans cette table, et l'enregistrement qui contient ces données, c'est cet ID-là. Donc ce qu'il va faire, c'est que à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, donc à Claude, lui il va aller rechercher dans toutes les données en fait que je lui ai filées de mon Airtable pour prendre ce contexte. Donc ici, si on revient dans mon prompt, pas celui-là,
Faut que je l'ai mis avant, il me semble. Mmh, c'est où que je lui ai mis les trucs avec le tool? Je sais qu'au début, il, mettait voilà, ici, contexte. Donc en gros, ici, je lui ai mis qu'il avait un tool, donc c'était info-article, ICP, brand content et Voicetone, donc en gros, c'est exactement tout ce qu'il y a, enfin, tous les noms ici, de Airtable et Claude, lui, est capable d'utiliser, les outils, donc d'aller récupérer à chaque fois que je vais faire une génération, il y aura toujours le cercle vert, c'est-à-dire qu'il a bien passé le contenu pour prendre les informations, pour pouvoir ensuite, me rédiger, la réponse. Donc, c'est ici, les outils. Donc là, l'outil que je vous ai montré, c'est nMitten, qui est vraiment, bah, c'est pour le moment, le seul outil d'automatisation qui permet d'avoir autant de nœuds et de modules associés à une intelligence artificielle. Donc, ici, j'ai mis, pour exemple, Airtable, parce que j'utilise beaucoup Airtable, mais ici, je vous ai mis une petite capture d'écran. Vous pouvez aussi utiliser une autre branche d'automatisation de nMitten. Donc ça peut être, je sais pas moi, un enrichissement, ou juste regarder des mails, des calendriers, etc., qui sont sur un autre workflow qui tourne depuis pas mal de temps. Bah, du coup, vous pouvez lui demander, bah, regarde dans ce workflow-là, exécute celui-ci, et ensuite, une fois que tu as exécuté ce workflow, bah, reviens sur celui qu'on est en train de faire, et prends les informations, et réponds avec ça. On va pouvoir aussi rajouter du code, appeler certaines autres API qui n'existent pas forcément dans nMitten, ou bien utiliser des tools qui sont déjà existants, toute la suite Google, vos mails, des calculateurs, des bases de données. Et tout ça, il faut bien entendu lui mettre dans le prompt, même si Claude, pour le coup, moi j'utilise beaucoup Claude parce qu'il est quand même pas très con, même sans potentiellement lui dire qu'il y a des outils qui existent, il va quand même aller checker dans Tool. Par contre, il me semble que certains modèles de Google ne le prennent pas en compte, et OpenAI, des fois, ils galèrent. Donc c'est pour ça que j'utilise Claude, au moins je sais que ça fonctionne. Et en fait, peu importe le modèle, tant que vous allez avoir du contexte à lui filer et pas mal d'informations, bah, en fait, peu importe le modèle, sauf s'il est vraiment éclaté au sol, mais et il va quand même pouvoir vous répondre de manière quand même vachement précise. Donc ici, je vous laisserai un peu lire comment ça fonctionne. Et ensuite, un des gros super pouvoirs des IA, c'est vraiment de l'utiliser sur d'autres logiciels. Donc ici, je vais vous parler de nMitten, qui est vraiment pour le coup incroyable en termes d'IA. Mais vous avez aussi Make, pour ceux qui pratiquent du Make, où vous avez bah, du coup tous les modules OpenAI, Anthropic, Mistral, Perplexity et Leonardo pour les images. Donc ça va vous permettre comme ça de, bah, par exemple, vous recevez un mail, vous voulez poster du contenu sur LinkedIn, depuis un article de blog, etc. Il y a simplement à connecter les nœuds, de rentrer votre clé API pour chaque modèle de langage, et ensuite d'écrire vos prompts, un petit peu comme je vous ai montré sur nMitten. Vous avez un système prompt où vous lui donnez les informations. Vous pouvez du coup lui rajouter du contexte d'un nœud précédent, si c'est des mails, si c'est un PDF, si c'est sur votre Google Drive, etc. Ça marche de la même façon qu'nMitten, mais en beaucoup moins puissant et poussé, parce que nMitten, lui, se base sur un framework qui s'appelle LangChain, donc il n'est pas encore disponible sur Make. Donc là, c'est vraiment un peu tech, un petit peu compliqué, mais en fait, ça vous permet de faire typiquement tout ce que je viens de vous expliquer, la gestion de bases de données, de ressources, de fichiers, d'outils, où pour le moment, Make n'a pas, mais peut-être qu'en 2025, on aura la possibilité de faire la même chose que nMitten, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'utilise nMitten, en plus c'est gratuit, donc c'est cool. Et là, vous pouvez voir que vous avez accès à tous les modèles de langage. Ce qui est bien, c'est que sur Make aussi, donc suivant votre niveau d'abonnement sur ChatGPT, vous allez avoir potentiellement plus ou moins de modèles disponibles. Il y a aussi le système que plus vous avez utilisé l'API, plus après vous allez débloquer des limites, plus vous allez avoir accès aussi au dernier modèle. Donc du coup, il faudra payer les API. Mais rien ne vous empêche de ne pas avoir le plan payant de ChatGPT, mais simplement d'utiliser les requêtes API pour les plus tech d'entre vous. D'ailleurs, même les plus tech d'entre vous, en vrai, vous savez déjà ça, mais je préfère quand même le rappeler. Du coup, ça peut aussi coûter moins cher, bah, en fait, juste d'utiliser Make par les API, plutôt que de payer 20 balles pour ChatGPT, même si je vais vous montrer des alternatives gratuites qui font exactement la même chose que ChatGPT. Et le gros avantage de nVTN, en fait, c'est tout ce qui est bah, en rapport avec en fait, la partie data, extraction de données, tout ce qui est
chaîne de prompts, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, pour un gros prompt, en fait, on peut le couper en plusieurs parties avec potentiellement un modèle spécifique pour chaque prompt. Heu, Ça peut être vraiment des choses vachement bien. On peut aussi boucler pour faire déjà un superviseur qui vont superviser les tâches d'autres agents pour qu'ensuite, bah, du coup, ils vérifient les choses pour passer à la suite. Enfin, c'est vraiment infini. Et en plus, ils vous mettent à disposition, enfin, la communauté met à disposition déjà 224 templates d'IA. Donc ça peut être pas mal. Mais je vous conseille quand même, si vous connaissez rien du tout à l'IA, au JSON et tout, ça c'est vraiment une fois que vous êtes quand même assez à l'aise avec tout ce qui est no code et automatisation et tout. Mais voilà, c'est vraiment pour un petit peu la partie experte. Sinon, restez sur ChatGPT, Mistral, Claude, en ayant quand même tout ce que je vous ai dit au-dessus. Vous serez quand même déjà au-dessus de 80% des gens qui ne font pas tout ce que je vous ai dit. Même les gens qui vous promettent des formations à 2000 € et qui ne savent même pas la moitié de ce que je veux vous dire, pareil, faut faire quand même gaffe à ce que vous voyez sur internet, mais voilà, vous pouvez quand même faire la même chose. Bien entendu que si vous êtes étudiant, vous n'allez pas vous amuser à faire ça, vous allez juste utiliser ChatGPT, vous allez le faire intelligemment, c'est-à-dire avec toutes les bonnes pratiques que je vous ai dit, juste au-dessus. Et après, bah, si vous voulez, passer un petit peu dans le monde professionnel, c'est vrai que c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus puissant d'utiliser les IA dans ce sens-là, plutôt que juste, chatter, via, leur interface. Ensuite, en termes de communauté, ressources et formation. Bon, formation, j'ai rien mis à part, ici deep learning. Ici tout en haut, vous avez, tout ce qui est les ressources françaises, donc malheureusement, j'ai pas forcément de site, sur l'IA. Moi, je me suis vraiment formé sur YouTube, et beaucoup pratiqué surtout. Donc je vous ai mis quand même pas mal de chaînes YouTube que je regarde le plus. Heu donc là, ça fait, de la musique, ça fait de la vidéo, ça fait du code, ça fait, du marketing en général, c'est très, très bien. Ludovic et le Bretzel, c'est, uniquement, enfin, bah, pas uniquement, mais c'est, vraiment tout ce qui est actualité IA. Donc, pour de la veille, c'est incroyable parce qu'ils font un boulot de monstre. Donc en gros, la vidéo à chaque fois elle dure 15, 20, 30 minutes, mais au moins ils vous récapent tout ce qui s'est passé pendant la semaine et ils vous montrent certains petits exemples, parce que des fois ils ont accès à des trucs que nous on ne peut pas avoir, ou ils ont plus de temps à dédier à ça, donc c'est vraiment très très bien en termes d'information. Ici, je vous ai mis deux chaînes qui font plus des vidéos travaillées, montées, avec de la prod, avec des longs mois de travail, etc., sur tout ce qui est IA, de Marseillais d'ailleurs. Ensuite, Renaud Descotes qui fait à peu près comme Ludovic et Johan, donc en termes de tester les nouveaux outils qui sortent, les nouveaux articles, les tendances, les actualités, etc. Donc c'est bien d'avoir quand même deux, trois chaînes qui vous mâchent le travail en fait, comme ça vous avez juste à regarder une vidéo YouTube. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à 150 000 feeds RSS d'articles et de suivre toute la journée, parce que ça peut vite devenir chiant, sachant qu'il se passe vraiment 36 000 trucs par jour en termes d'IA. Donc ça peut être vite lassant. Ici, en 3 comptes LinkedIn aussi. Gilles pour vraiment tout ce qui est visuel, numérique, génération d'images, de vidéos, avec l'IA. Maury qui fait beaucoup de N8N aussi, donc pour ceux qui veulent se faire l'automatisation. Et Ben qui a une école d'IA qui apprend quand même pas mal de choses dont je vous ai parlé pendant cette vidéo, et qui fait des bootcamps en présentiel. Et il me semble qu'il y a les formations CPF ou Calliope, enfin bref, il est certifié pour pouvoir avoir des paiements facilités pour vous apprendre l'IA. Et ensuite, ici, vous avez Deep Learning qui a été créé par je sais plus qui a bossé chez DeepMind. Je crois que c'est. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises, je l'ai là. Ça, pour le coup, c'est, je pense, un des seuls vrais sites de cours utiles et pertinents. Parce que du coup, cette personne-là que vous allez. Andrew NG, je crois que c'était un ancien de chez DeepMind. Je vous dise pas de bêtises. Directeur scientifique pour Baidu, voilà. Et après aussi, il a bossé énormément sur tout ce qui est intelligence artificielle depuis pas mal de temps. C'est lui aussi qui a créé Coursera, donc qui est un peu une sorte d'Udemy. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc Coursera, c'est voilà, c'est comme un Udemy bis avec ou un Open Classroom si on veut, où il y a vraiment des certifications. Bon, c'est tout en anglais, mais c'est plutôt cool. Et le gros avantage, c'est que c'est totalement gratuit. Deep Learning AI,
Donc par contre, désolé pour les anglophobes, mais par contre, il y a tout en anglais, il y a 0 français, mais c'est quand même une sacrée pépite et ça va quand même, assez loin sur, certains trucs, donc je vous conseille, d'aller voir, c'est gratuit. Ensuite, un petit site pour, vous apprendre en gros un petit peu tout ce que je vous ai, tout ce dont je vous ai parlé en prompt engineering, mais là, c'est un peu plus poussé. Un GitHub aussi qui va vous donner une liste de librairies, je sais pas combien, il doit y en avoir 1000 ou 2000, de prompts, donc après, à vous de faire, vos recherches là-dessus. Pour certains prompts déjà tout fait. Ensuite, que des chaînes, US, parce que, bah, c'est là où j'ai appris et c'est là où, en gros, ils sont un peu plus en avance que nous en termes de contenu. Donc c'est beaucoup d'automatisation, c'est beaucoup d'anglais, c'est pas forcément du contenu, débutant, je dirais, même si, lui, c'est plus des découvertes d'outils, des découvertes d'outils IA, d'actualités, et cetera. Les 2 ici, c'est pour faire du SEO, avec les IA. Surtout lui qui est vraiment, bon, c'est vraiment ravagé, il fait vraiment que ça, il monte que des sites avec les IA, que ce soit des e-commerce, des articles de blog avec WordPress ou quoi que ce soit. Il automatise tout, il vous montre tout, en live, et cetera. Donc, ceux qui veulent faire du SEO, c'est ici et lui, c'est pour faire aussi, certaines petites automatisations un peu plus niche et donc, si jamais vous avez d'autres ressources, n'hésitez pas à les mettre. Moi, c'est qu'avec ça que je connais à peu près tout ce que je connais maintenant et après, bien entendu, beaucoup de pratiques, demander à l'IA, et cetera, et cetera, et cetera. Et pour terminer, ici, je vous ai mis, les prochaines étapes. Je vous ai mis à droite, bah, les produits, payants, hein, donc ChatGPT et Claude. Heu, je ne paye pas ChatGPT, je préfère Claude, parce que je trouve que Claude est beaucoup plus intelligent que ChatGPT, mais ça, c'est que mon avis, c'est perso. Mais là où je voulais en venir, c'est surtout pour Mistral, qui est du coup notre IA française. Et si vous avez un petit peu suivi les annonces de 2023-2024 de ChatGPT, tout ce qui est le Canva, la recherche internet, la génération d'images, bah, du coup, vous devez payer soit 20 $, soit 200 balles pour être en illimité. Et ben Mistral, il fait tout comme ChatGPT, leur IA, elle est au même niveau que ChatGPT 4, et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Là, vous pouvez faire Canva exactement comme ChatGPT, la recherche web, la génération d'images avec Flux et non pas DALL-E. Et bah, vous n'avez rien à payer, vous avez juste à vous créer un compte et vous pouvez profiter comme ça d'avoir un ChatGPT 4 like, mais gratos. Ensuite, pour Perplexity, ça va être bah, c'est un peu le nouveau Google, on va dire, parce que il agrège en gros tous les sites internet qui existent dans le monde, enfin, le monde visible d'internet, et encore, je pense qu'il doit y avoir un peu de deep web et pas de darknet dedans. Et donc, en fait, dès que vous allez lui envoyer une réponse, il va du coup agréger toutes les, tous les sites internet, vous rendre la réponse et à chaque fois vous donner les sources sur lesquelles il est allé voir les informations. Si l'information n'est pas présente dans sa base de recherche, de données, pardon, il va aller faire une recherche sur internet et vous sortir l'article précisément, le site sur lequel l'info était prise. Donc c'est un peu plus simple d'aller vérifier ses sources que de juste demander à une IA de me sortir, par exemple, je sais pas moi, des trucs d'actualité, bah, si le modèle s'est arrêté en 2023 ou 2024, bah, on n'aura pas forcément ce qui s'est passé là dans les trois premiers jours pardon, de 2025. Pareil sur Hugging Chat aussi, qui est un petit peu différent, qui est aussi totalement gratuit, mais lui, il a l'avantage d'avoir plusieurs modèles de langage donc pour tester plusieurs types de LLM. Bon, la plupart du temps, ça reste sur du Llama et du Mistral, et pouvoir aussi Microsoft, Nvidia, qui permettent comme ça de faire certains assistants aussi, certains tools. Et voilà un petit peu tout ce qui est possible de faire sur l'IA. Je ne suis pas rentré dans les détails de chaque outil, dans chaque particularité, etc., parce que sinon la vidéo elle ferait 4 heures. Mais c'est pour ça que je vous ai mis énormément de ressources ici, où bah, en fait vous allez pouvoir un petit peu étudier un peu plus en détail chaque aspect qui vous intéresse de l'IA. Et voilà, à peu près, hein, on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que ce contenu sera quand même assez à jour pendant un moment. Peut-être que je regarde ça dans 3 mois et je me dis qu'il faut tout refaire, mais je pense pas. Je vais quand même essayer de poser les grosses bases. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Sinon, bah, sinon on s'arrête là. Et on fera une autre vidéo plus tard, peut-être un peu plus en détail sur certaines choses sur l'IA, mais
pas de questions sur le chat, eh bien, c'est que c'était clair. Trop bien. Bah, écoutez, je vous dis bon après-midi. Pour ceux qui regardent sur YouTube, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Ciao, ciao.